Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Ça va très bien, là, la pression vient de retourner. Frère, j'étais vraiment content que tu sois ici parce qu'on s'est rencontrés une fois avant. Mhm. Puis la manière que je t'avais découvert, c'est au travers du podcast de Jay du Temple. OK. Puis j'avais évidemment vu des affinités qu'on va parler sous peu, mais je t'avais écrit, puis j'avais vu que tu me suivais aussi. Fait que là, je suis comme, c'est qu'on va prendre un café. Puis finalement, ça s'est fini par comme un café de 4 heures au Parc La Fontaine. Oui, c'est vrai. À parler de comme toutes nos idéaux, puis de parler de la vie, puis de nos projets. Exact. Puis là, c'est la deuxième fois que je te vois de ma vie. Vrai. Puis je suis content d'avoir ici parce que justement, les autres invités étaient plus des artistes, puis toi, t'es vraiment du point de vue journalistique. Puis on dirait que je considère que ce que je fais vraiment comme entre la ligne artistique puis journalistique. Ouais. Fait que c'est fun d'avoir le côté factuel, tu sais, des fois dans le processus de pensée puis tout. Quelque chose qui m'avait vraiment interpellé de ton podcast avec Jay, puis un parallèle d'où pourquoi j'ai senti comme une connexion avec toi, c'est que t'as fait à l'écrit en Écosse puis en Catalogne, qu'est-ce que moi un peu j'avais fait au Moyen-Orient, c'est-à-dire suivre des projets personnels journalistiques, puis vraiment aller en profondeur dans d'autres pays. Ouais. Puis c'est incroyable parce que je connais pas tant, me semble, de journalistes à l'écrit, du moins dans mon cercle personnel, qui ont vraiment suivi des sujets. Puis on s'entend que comme à l'écrit, c'est un médium qui est différent que faire de la photo. Tu sais, la photo, il faut que tu sois là-bas. Mais on dirait qu'il faut tellement que ça vienne d'une passion journalistique d'aller faire des reportages sur des projets là-bas. Fait que je veux pas que tu répètes tout ce que tu as dit dans le podcast de Jay, mais mettons juste donner les grandes lignes de... Ouais, ben écoute, ce que tu dis, tu sais, oui, effectivement, tu dis photographie, il faut être sur place, mais je pense que le journalisme aussi. Ouais. Tu sais, oui, je peux, à partir de Montréal, parler à 2 experts de la politique écossaise, puis qui vont téléphoner là-bas, ça se fait, tu sais, qui vont me dire un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas, me décrypter la situation. Mais bref, je suis allé en 2014 en Écosse, ça commence à faire un bail. Ouais, 10 ans quasiment. Ouais, c'est ça, pour couvrir le référendum d'indépendance là-bas. Ça pourrait que j'y retourne bientôt, parce que c'est dans l'air encore là-bas, pas mal, là. Le Royaume-Uni leur refuse, mais eux sont de plus en plus déterminés à essayer une deuxième fois de se prononcer sur cette question-là. C'est le non qui l'avait gagné, donc il était resté à l'intérieur du Royaume-Uni 45%, 55%. Quand même. Sauf que depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Un des arguments qui étaient les plus forts à l'époque pour les convaincre de rester dans le Royaume-Uni, c'était qu'en quittant le Royaume-Uni, ils quitteraient l'Union européenne. Ouais. Wow, c'est fou, hein? Et ben, en restant dans le Royaume-Uni, ils ont été forcés de quitter l'Union européenne parce que le Brexit a passé. Et même si, en Écosse, ils ont voté massivement pour rester à l'intérieur de l'Union européenne, ben, étant donné que tout le Royaume-Uni est sorti, ben, ils sont sortis. Fait que bref, cette espèce d'argument-là ne tient plus. Depuis ce temps-là, le Parti indépendantiste qui est au pouvoir en Écosse depuis plus que 2014, depuis avant le référendum de 2014, veut repartir sur un autre référendum d'indépendance, sauf que ils doivent obtenir l'assentiment du Royaume-Uni, le hockey du gouvernement britannique, alors qu'ici, techniquement, en tout cas, au Québec, on n'a pas demandé à personne pour faire un référendum sur l'indépendance. C'est une question qui concerne les Québécois exclusivement. Donc, voilà. Bref, j'étais allé pour couvrir ça en 2014. T'avais fait ça combien de temps, mettons, là-bas? J'ai passé 2 mois là-bas. Donc, quand même. Puis j'étais à l'écrit, mais pas que. Tu sais, j'étais avec un de mes chums qui faisait de la vidéo. On avait fait quelques reportages vidéo. J'avais fait de la radio aussi. Puis c'est ça. J'étais allé 2 mois là-bas. Puis après, j'étais parti en Catalogne parce que il y avait là-bas aussi un mouvement d'indépendance et ils s'enlignaient vers un référendum aussi sur la question de l'indépendance qui finalement ne leur a pas été accordé, ce référendum non plus. Donc, ils ont transformé ça en une espèce de grosse consultation populaire. La Catalogne, le mouvement d'indépendance, c'est un mouvement très houleux. Il y a eu beaucoup de rebondissements à travers les années. Il y a eu ce référendum qui est devenu une consultation populaire en 2014. L'année d'après, je suis retourné en 2015 parce qu'ils ont fait une élection régionale où tous les partis indépendantistes se sont mis ensemble
Puis ils ont dit, ben si on est élu à majorité, c'est comme un vote pour l'indépendance, puis on va donc aller de l'avant. Ils ont eu la majorité en termes de sièges, mais ils étaient un peu en bas de la majorité en termes de pourcentage de vote. Donc c'était comme un mandat ambigu. Ils ont continué à avancer, machin, ils ont fait des démarches, ils ont organisé le référendum du 1er octobre 2017 qui a été réprimé violemment. C'était intense, hein, les images, by the way? Ouais. Venant d'un pays comme l'Espagne? Ouais. C'est un pays qui était en dictature il n'y a pas si longtemps que ça encore. Franco, c'était dans les années 70, là, ça fait pas si longtemps quand tu y penses, mais effectivement, c'est assez particulier qu'ils aient débarqué la police très, très armée, puis qui a tapé comme ça sur des citoyens espagnols. C'est sûr, ça a fait le tour du monde, ça a choqué. Alexandre Chartrand, un ami que j'ai rencontré là-bas, justement, c'est un Québécois qui s'intéresse énormément au mouvement d'indépendance là-bas. Il a fait 2 films sur la question de l'indépendance en Catalogne. Et il y a dans son film des images bouleversantes. Il était à un bureau de vote où ça a pété. C'est pas tous les bureaux de vote. Le dernier, là, du 1er octobre. Ouais, exact, le 1er octobre 2017, là, des images incroyables avec des policiers qui arrivent, qui défoncent une clôture, qui se mettent à taper indistinctement dans les gens, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes âgées, qui tirent par les cheveux. Bref, depuis ce temps-là, pour avoir organisé ce référendum-là en 2017, il y a tout plein de politiciens catalans qui se sont fait mettre en prison. Ouais. La présidente du Parlement catalan s'est fait mettre en prison. Donc, c'est ça. J'étais allé m'intéresser à ces mouvements d'indépendance-là parce que ça a un certain écho ici. Parce que ici, on s'est prononcé sur cette question-là en 1980, en 1995, puis depuis ce temps-là, il y en a beaucoup qui disent que c'est une question qui n'est plus d'actualité, qu'il faut au contraire faire tomber les frontières, qu'il faut... je trouvais ça intéressant que dans un monde justement de plus en plus ouvert, de plus en plus mondialisé, il y ait ailleurs, dans des démocraties occidentales, des peuples minoritaires qui tentent encore aujourd'hui, donc voient une certaine actualité à la question de l'indépendance puis de leur souveraineté. Fait que c'est pour ça que j'étais allé là-bas, puis ça tombait bien dans ma carrière, j'avais un petit trou, fait que j'étais allé faire un petit peu de... Puis tu les avais fait back-to-back? Exact, ouais, en 2014, j'avais fait le back-to-back, je suis retourné en 2015 en Catalogne, je suis retourné en 2017 en Catalogne. C'est fou de retourner dans un même événement, mais vraiment italien. J'ai vécu ça avec la Révolution au Liban. Ouais. C'est tellement fou de retourner, tu as déjà tes repères, tu comprends déjà la situation, puis là, de voir l'évolution, puis de voir, je trouve ça fascinant, comment tu as vécu ça, de voir l'évolution en personne de l'histoire. Mais c'est comme, c'est quelque chose auquel tu t'attaches, tu sais. Je veux dire, quelqu'un qui... n'importe quoi, là, mais quelqu'un qui lit les 3 premiers livres d'Harry Potter, mais il a vraiment hâte que le 4e sorte. Je sais plus il y en a combien de tomes, là, mais c'est un peu la même affaire. Tu fais comme... Il y a quelque chose qui vient de s'amorcer. Je le suis, je m'y intéresse en tant que journaliste parce que je trouve ça intéressant. Je lis là-dessus, mais d'y retourner, d'être sur le terrain, c'est ça, c'est de voir la détermination des gens, c'est de le filer, de savoir comment ça se passe, c'est quoi l'énergie dans la rue à ce moment-là, il y en a combien de drapeaux, ils sont longs, comment les fils, à quelle heure ils se pointent le matin dans le bureau de vote pour s'assurer de protéger les urnes. Parce que là, ils se disaient qu'elle allait peut-être se faire voler. Tu sais, il y a eu des histoires incroyables. Ils ont caché les urnes dans les Pyrénées pour être sûr qu'ils ne soient pas saisis d'avance. Puis là, ils les amenaient à comme 5 heures. Tu sais, à 5 heures du matin, le monde était réuni devant les bureaux de vote. Puis là, à un moment donné, il était comme « Les urnes! » Fait que là, comme tout le monde allait protéger le char dans lequel les urnes étaient. Puis là, ils sortaient les urnes, puis là, ils les amenaient dans le bureau de vote. Tu sais. Fait que c'est quelque chose qui... Oui, je peux lire un article de journal à distance et le comprendre, mais il y a quelque chose qui ne se ressent que sur le terrain, tu sais. Il y a différents corps policiers en Espagne, comme ici, puis
là-bas, le jour du vote, donc c'était des policiers espagnols qui étaient donc la GRC par exemple, là, je fais des raccourcis, là, mais qui étaient venus taper sur le monde. Les Mossos Esquadra, je pense. Vous m'excuserez les amis catalans si je sais pas exactement le bon terme. Eux, l'équivalent de la SQ, c'était par endroits interposés ou avaient tenté de temporiser entre les policiers ou... Attends, c'était peut-être qu'ils avaient refusé, eux, de taper sur les citoyens catalans. Et à la fin de ma journée, parce que là, de 5 heures du matin, je cours un peu à gauche, à droite, je vais voir différents bureaux de vote, je vais voir... Et là, à la fin de la journée, au dernier bureau de vote où on est, les gens finissent de voter, il y avait encore des masses de monde à l'extérieur des bureaux de vote pour protéger, pour s'assurer que tout allait bien. Et là, les gens se dirigent vers la rue, ils tombent face aux policiers provinciaux, là, à la SQ. Puis là, ils se mettent à genre les applaudir puis chanter en leur honneur parce qu'eux avaient refusé de taper sur les citoyens qui voulaient... Puis, mais tu sais, c'est comme... Tout ça dans un pays moderne, tu sais, européen. Exact. C'est fou. Exact. Toi, t'es allé... au Liban, c'était quand les deux moments? C'était le début, donc mettons comme une semaine après le premier trigger, les premières comme les clashs avec les policiers. Il y avait quand même une camaraderie entre les révolutionnaires puis les policiers. T'sais, ils savaient qu'ils faisaient leur job, puis ils savaient que c'était leur frère ou leur cousin ou whatever. Mais ils savaient que c'était le lien, le symbole de l'État, c'était eux autres. Alors si mettons ils voulaient bloquer une rue, ils savaient que c'était les policiers anti-émeute qui allaient les déloger. Fait que c'est fou parce que j'ai des photos de camaraderie, de comme des barrages humains que tout le monde se tient par les coudes sur la route, qui se font essayer que les policiers anti-émeute essaient de les séparer comme en utilisant la force des mains, mais que ceux qui font le barrage ont des grands sourires. C'est comme « Hey, je t'ai vu hier! » C'est comme « Hey, viens-t'en, c'est toi de me déloger, tu sais. » Fait que cette camaraderie ennemie un peu, c'était vraiment particulier, puis c'était tellement fascinant, justement, psychologiquement, de voir ce paradoxe entre on vous aime, mais on vous aime pas parce que vous représentez l'État. Puis t'es retourné plus tard? Ouais. Après l'explosion pendant la pandémie. Parce que en fait, la révolution est toujours en cours techniquement. Elle a jamais comme. En fait, il n'y a pas eu une chute. Il y a eu des changements de premier ministre, mais il n'y a pas eu de chute. Puis, fait que là, c'était le contexte de la pandémie, contexte de l'explosion dans le port de Beyrouth. Alors, tout ça ensemble, ça faisait juste continuer. Puis là, encore ce jour, ça continue. Puis il y a une espèce d'inflation de débile. Ah, c'est ridicule. C'est ridicule. C'était une des seules monnaies dans le monde qui était fixe au taux américain. Fait que c'était $1 américain pour 1500 livres libanaises. Puis là, sur le marché noir, quand moi j'étais, c'était 35 000. Fait que tu passes de 1500 à 35 000, puis là, ça a frappé le 70 000, je crois. C'est brutal, ça. Ça veut dire que comme... Ton cash vaut 8 fois... Mais... Ouais. 5 fois moins. J'ai juste pensé à des trucs de base, comme, tu sais, il parle vraiment de la farine, l'eau, l'électricité, le dentifrice. Tu sais, ton dentifrice, tu vas le payer 100$ au lieu de le payer 10$. Non, c'est ridicule. Complètement absurde. Tout ça parce que c'est des choses qui sont hors de ton contrôle aussi. Tu sais, la spéculation, puis le marché noir, le marché officiel, les banques qui t'empêchent de retirer ta propre argent. Ah ouais, non, quand tu penses à ça, c'est stressant un peu. Ouais. Il y avait des vidéos viraux qui sont sorties sur les réseaux sociaux de un papa qui va à la pharmacie. Il brandit un fusil pour avoir des couches pour enfants. Ah ouais. Mais c'est pas là aussi qu'il y a une femme qui est rentrée dans une banque pour pouvoir retirer de l'argent, puis elle est montée, puis elle avait un gun. Là, puis tu sais, elle est célébrée comme héros parce que les gens veulent avoir argent, veulent avoir accès à leur propre argent. Ben oui, mais c'est la base. Surtout que quand overnight, tu sais, comme en quelques mois, ton argent vaut 8 fois moins, mais là, à un moment donné, t'es comme, je vais l'utiliser pendant qu'il vaut encore quelque chose. Puis comment t'as vécu passer justement de couvrir un mouvement indépendantiste à un autre? Comme est-ce que ça t'a beaucoup aidé de passer de l'un à l'autre ou c'était justement différent? Ah, c'est différent. La langue est différente, le contexte est différent. C'est un référendum officiel en Écosse, alors qu'en Catalogne, le jour où je suis arrivé, je pense, les titres, c'était comme, ça sera pas un référendum. Comme, le référendum est refusé, alors que on le savait déjà un peu que ça serait pas un référendum, mais quand même, c'est
c'est beaucoup plus... c'est similaire, mais c'est deux contextes différents. T'sais, c'est des peuples qui, pour leurs raisons, chacun de leur bord, veulent l'indépendance, mais... et ça se ressemble. Il y a les raisons culturelles. Puis ça, en Écosse comme en Catalogne, ça existe. Même si en Écosse, leur langue existe de moins en moins. Là. C'est très folklorique, là, la langue nationale là-bas. C'est l'anglais qui a pris toute la place. En Catalogne, le catalan existe. D'ailleurs, c'était incroyable la fois. Il y a des parallèles entre le Québec et la Catalogne, mais le meilleur, c'est complètement anecdotique, là, mais c'est quand j'ai compris que là-bas, quand il fait fret, la façon comment ils le disent, c'est hostie à fa fret. Non! Ça, c'est esti qui fait fret. J'étais comme, quoi? Vous sacrez avec des mots d'église, vous autres ici? Et oui, wow. là, on se pense unique au monde. Unique, là, tu sais. Ben après, peut-être qu'on a un plus grand répertoire. Ouais, c'est ça. C'est tough d'accoter notre répertoire quand même. Mais tu sais, fait que bref. C'est deux peuples qui désirent la même chose, qui ont des revendications culturelles. Les mouvements d'indépendance ne sont pas que basés là-dessus. Il y a des contextes politiques, il y a des contextes sociaux aussi qui les expliquent, qui sont différents dans les deux cas. Fait que, tu sais, c'est deux histoires différentes. C'est les mêmes objectifs, mais c'est deux histoires différentes. Puis, fait que, en ce sens-là, il y a, tu sais, une préparation pour l'un ne m'aide pas pour l'autre nécessairement. Là, mais c'était juste, c'est comme, OK, tant qu'à faire, on va aller documenter un petit peu ces peuples qui tentent de s'affranchir. Puis, mettons, quand je vais au Liban, qu'on fait une révolution, ma gratification, c'est de faire l'image la plus belle, avec des symbolismes dedans, avec esthétiquement, journalistiquement. Toi, ta gratification, elle vient d'où? Comme, est-ce que c'est le reportage final à la fin ou où est-ce que tu prends ta gratification? Où est-ce que tu es comme, it feels good? C'est une bonne question. Tu sais, je suis parti là-bas dans un contexte de journalisme indépendant aussi. Moi, je travaille à Radio-Canada depuis 2010. Et il y a eu des périodes plus difficiles, des périodes de compression, par exemple. Puis c'est ça qui est arrivé en 2014. Fait que j'étais dans un moment professionnellement où je voulais déjà aller couvrir ça. Ça a donné que j'allais perdre mon boulot parce que la salle de nouvelles dans laquelle je me trouvais, je travaillais au sport à l'époque, passait de, je sais pas, 60 employés à comme 20. Fait qu'il y avait bien du monde qui était éclairé. Fait que là, j'ai fait, OK, je m'en vais là-bas. Fait que c'est un peu... Le défi est à plusieurs égards d'en vivre. Ouais. Un peu. Donc, d'essayer de vendre des piges. Tu sais, puis des piges, c'est un article de journal dans la presse. C'est une conversation à la radio, un petit reportage comme en direct, un peu le matin du référendum, de dire, je suis allé dans les bureaux de vote, tatati, il se passe telle affaire, rappeler les enjeux principaux. C'est un reportage radio de 9 minutes sonorisé à des hôtels le dimanche avec un angle un peu funky, genre... la question de l'indépendance écossaise à travers la rivalité la plus intense du football écossais entre les Celtics puis les Rangers de deux clubs de Glasgow, tu sais, parce que rapidement, les Rangers, c'est plus comme des loyalistes qui sont attachés à la couronne britannique et tout ça. C'est des protestants, les partisans du club. Là. Et les Celtics, c'est des Irlandais, beaucoup des immigrants irlandais, catholiques, plus indépendantistes. Fait que, tu sais, à travers cette rivalité-là, mettons, qui est une des plus grandes rivalités du soccer. Ça va tellement être brassé. Les hooligans, là? Boy! Vraiment, j'ai rencontré un hooligan qui avait sorti un livre là, pour parler de ses années de hooliganisme. Là, mais bref, à travers cette rivalité-là, raconter l'indépendance. Fait que c'est toutes sortes d'affaires. Donc, la gratification, elle vient... Tu sais, quand t'es journaliste, ton objectif, dans le fond, c'est d'expliquer le monde ou une partie du monde aux gens. Très humblement, là, pas en prétendant que je le connais, mais témoigner de la réalité. D'éclaircir. Exact. Et donc, nécessairement, moi, là-bas,
OK, non, ouais. Ma gratification, elle vient de plein de trucs, mais notamment quand je peux expliquer aux Québécois, aux Canadiens, aux Québécois, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et donc, quand j'ai un débouché dans un média de masse, entre guillemets. Donc, oui, la gratification, elle vient quand j'ai ces piges-là. La gratification, elle vient quand, dans une conférence de presse du premier ministre écossais, conférence avec des médias internationaux, il faut que je fight entre deux journalistes indiens qui se demandent si, en cas d'indépendance, les étudiants indiens vont encore pouvoir venir étudier pour poser une question sur qu'est-ce que... Parce que c'était su que les indépendantistes écossais, tout comme le camp du non, avaient étudié ce qui s'était passé au Québec, parce qu'il n'y en a pas 12 000 des peuples qui ont procédé de façon... qui ont eu un référendum sur la question de l'indépendance. Fait que... de demander au premier ministre Alex Salmond qu'est-ce que l'expérience québécoise avait à lui apprendre à une semaine du vote, t'sais. Puis là, il drop la clip là, incroyable avec laquelle tu sors de là, puis là, il n'y avait pas de journaliste québécois qui était sur place. Tu sors de là, c'était déjà booké, j'avais un direct avec Paul Arcand ce matin-là. Je fais ça, je parle de ce qu'il vient de me conter. Là, le gars de la presse m'écrit tout de suite après pour faire... Tu sais, le gars de la presse avec qui j'avais communiqué avant de partir là-bas puis qui nous avait dit non, on a un journaliste sur place. Mais ce jour-là, son journaliste, il était pas là. Fait qu'il était comme, tu peux-tu me faire un texte, s'il te plaît? Wow. Fait que là, t'es comme, OK, yes, c'est sûr. Puis là, t'as le téléjournal 18h qui est comme, OK, ouais, c'est une bonne clip. On voulait que tu viennes nous parler de ta campagne. Tu pourrais-tu venir aujourd'hui? Puis vous l'avez sur vidéo, la clip. On est comme, yes. Fait que là, comme... Wow. Fait que, tu sais, ça fait des grosses journées où, tu t'arrêtes pas, mais c'est le côté businessman, entre guillemets, du journalisme. T'as réussi à vendre ton truc. Ouais. T'as réussi à trouver des débouchés pour ton produit, tu sais. Fait que c'est ça, mettons, qui donne la gratification. C'est la satisfaction aussi d'avoir un bon angle. Ouais. Je rajouterais, c'est pas seulement faire du cash, parce qu'évidemment, il faut vivre, il faut payer, mais vraiment comme trouver le bon angle, comme yes, que je l'ai, j'ai bon morceau de preuve de la vidéo. Ah ouais, là, je comprends mieux la gratification. Ouais, et carrément, tu sais, puis oui, puis c'est aussi c'est ça, mais c'est aussi de trouver une super bonne histoire un peu nichée dans un recoin de pays de l'Écosse. C'est aussi... À un moment donné, j'ai fait des reportages, j'ai fait des textes plus journalistiques, mais nous, on avait un site web, on avait notre site web, puis à un moment donné, je suis dans les Highlands en Écosse, puis je me promène, puis on prend une marche le soir, puis on veut monter sa montagne. Puis il y a comme une genre de clôture, on sait pas trop si on peut y aller, puis là, il y a un monsieur qui passe avec son chien, puis on est comme, as-tu le droit d'aller là? C'est-tu privé? Puis le gars, il est comme... privé. Ouais. De quoi tu parles? Ça appartient à tout le monde, la Terre ici. Puis juste cette réflexion-là m'inspire, ça coalise un peu toutes les observations que je fais depuis le début sur ce peuple-là qui était plus dans le nous, qui était dans le collectivisme, qui était... Puis j'écris une chronique que j'essaie pas de vendre nulle part. C'est plus poétique, c'est plus... c'est pas Foglia, là, mais ça te donne une idée. C'est plus dans ce style-là qu'un texte journalistique avec des faits et des citations. Puis je mets ça sur notre site. Je fais pas d'argent avec ça. Il y a pas 25 000 personnes qui lisent ça, mais j'ai plein de... il y a plein de monde qui font « Hey, comme j'ai mieux compris l'Écosse, puis j'ai mieux compris le mouvement indépendantiste à travers cette petite chronique-là. » C'est là-dedans, puis c'est comme les 2 fois où j'ai réussi à interviewer, mettons, le président de la Catalogne. C'est fou, ça! Let's go! Ça, en plus, je les ai hustle, ces entrevues-là. Là. J'ai travaillé fort, j'ai été sneaky, puis j'ai réussi. Puis, il parlait 5 langues, il parle français. Puis bref, ça, mettons, la première fois que j'ai réussi à poser
une question alors que je m'étais fait tasser de là par son attaché de presse. Je me souviens, je suis parti de là, j'avais des frissons et tout parce qu'il m'avait dit en plus tout ce qu'il fallait qu'il me dise journalistiquement. Il m'avait fait des parallèles avec le Québec. Fait que ça, c'était bien intéressant. Est-ce que tu considères que ces deux histoires-là, mettons la Catalogne et l'Écosse, ce sont des histoires pas terminées pour toi? Que comme la porte est encore ouverte pour continuer? Puis... Ouais. Mais tu sais, l'Écosse, justement, là, qui se réengage dans ce processus-là, est-ce que je vais pouvoir y aller? Parce que, tu sais, là, je suis rendu permanent à Radio-Canada. À RAD, j'ai comme un poste. Il faudrait que j'y aille à l'intérieur de RAD. Il faudrait que je convainque mes boss d'aller là-bas. T'sais. Comme Copenhague. Oui, par exemple. Oui, c'est ça. Mais donc, il faudrait... Donc, parce que avant, ce que je pouvais faire, c'était prendre mon sac à dos puis y aller peu quand je voulais. T'sais. Là, ça sera plus possible. Mais oui, c'est sûr que je garde un œil sur l'Écosse. C'est sûr que je garde un œil sur la Catalogne. Mm-hmm. Fait que... c'est ça. Oui, c'est encore ouvert. Après... j'ai un peu de rattrapage à faire. Je suis moins tête dans suivre les histoires qui se passent là-bas. Là. Puis mettons, on va parler comme de RAD un peu après, mais ton premier reportage de 25 minutes pour la campagne électorale, maintenant, parce qu'on enregistre ça à la fin septembre. Oui, donc maintenant, les gens qui écoutent ça savent qui a été élu. Ouais, quel gouvernement. La magie la magie de la vie. Vous nous le direz dans les commentaires. Parce qu'on va pas savoir. J'ai tellement trouvé ça un bon reportage. Je sais même pas si c'est comme limite reportage documentaire, tu sais, par la longévité de la chose, mais tu sais, de juste synthétiser que... Puis c'est fou parce que tu sais, je me garde au courant de l'actualité tous les jours, tu sais, de voir Radio-Can. Puis même à ça, la manière que tu l'as synthétisé, c'est tellement impeccable dans le sens où ça m'a vraiment ouvert les yeux que PLQ, PQ, ça fait des décennies qu'ils sont au pouvoir puis qu'ils se bataillent l'un contre l'autre. Puis là, la CAQ, c'est la première fois qu'il y avait un autre parti. Puis là, ça fait juste un switch dans la démocratie puis dans la dynamique des partis également. Et tu concluais en disant que maintenant, c'est plus une bataille fédéraliste-souverainiste, mais c'est plutôt une bataille droite-gauche. Est-ce que tu sais si ce mouvement a aussi atteint la Catalogne puis l'Écosse dans les politiques nationales des pays respectifs? Ah, c'est une bonne question. J'ai l'impression que là-bas, traditionnellement, ça s'est toujours fait sur les axes gauche-droite. Que la question nationale est venue à s'imposer plus tard. Alors que nous, notre maturité démocratique, d'une certaine façon, là, je veux dire... depuis la Révolution tranquille, donc depuis que les Québécois sont de plus en plus éduqués, ça s'est accompagné d'une vague d'éducation massive. Depuis ce temps-là, ça a toujours été dans l'axe souverainiste fédéraliste. Donc c'était... Après, il y avait à travers ces deux partis-là des politiques qui étaient tantôt plus à gauche, tantôt plus à droite, mais pour monsieur, madame, tout le monde, que cette question-là ne soit plus la première question, la question nationale, la question souverainiste fédéraliste, c'est assez récent. Là-bas, je pense que ça a toujours été une question gauche-droite. D'ailleurs, je te parlais de l'élection de 2015 en Catalogne, qui ont essayé de déguiser en une élection référendaire, en coalisant tous les partis qui étaient pour l'indépendance. Et ça veut dire que c'est parce que tu avais un parti de gauche, là, extrême gauche, qui était indépendantiste, tu avais un parti un peu plus centriste qui était indépendantiste, mais ça, c'est le PQ à la base. Le Parti québécois, à la base, c'est le rassemblement des forces indépendantistes, qu'elles soient plus à gauche ou plus centristes. Fait que je pense... Puis... Si je me fie à ce qui se passe présentement, là, mettons en Écosse, c'est encore le Parti indépendantiste, le SNP, qui est au pouvoir. Donc techniquement, même si peut-être ils ne font pas campagne uniquement sur la question nationale, c'est encore cette question-là qui est assez haute dans le débat politique là-bas. J'adore RAD, du fond du cœur.
je pense que je te l'avais dit la première fois que je t'ai rencontré, c'est la première fois que, tu sais, comme quand j'étais bartender avant, puis t'es quand même une vitrine publicitaire, un bartender, tu sais, parce que les gens te regardent, mettons, en termes d'attention donnée. Puis j'avais écrit à Rad que comme je voulais acheter un t-shirt, je l'avais dit ça, que je voulais acheter un t-shirt pour... pas dit ça. Puis en plus, je mets tout le temps des t-shirts noirs dans la vie. Puis c'est la première fois que je comme... On avait des t-shirts noirs. Ben c'est ça. Puis là, je veux porter du Rad parce que je veux comme encourager ces médias, puis je veux être une vitrine publicitaire dans un bar. Respect. J'adore, comme c'est juste un vent de fraîcheur, tellement de monde l'ont dit. T'es là depuis le début, right? Ouais. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi Rad en 3 mots? C'est une question que je me pose en plus. Mais. Parce que ça bouge tellement, c'est ça l'affaire. Tu sais, comme votre mandat, tu sais, c'est d'être un laboratoire de journalisme. Puis on dirait que dès que vous explorez une manière de faire les choses, non, on continue à évoluer, on continue à évoluer, on continue à évoluer. Ouais, c'est ce qui fait que je me pose la question. C'est ça. C'est un beau terrain de jeu. Je dirais ça, puis c'est super égoïste comme définition, parce que c'est ma perspective versus ce que la perspective... Je sais pas c'était dans quel sens ta question, là, mais c'est dur je pense que c'est dur à décrire. On essaye des nouvelles façons d'amener l'information de façon plus... je sais pas, originale, attrayante, divertissante, sans tomber dans des fois on tombe dans l'infotainment, là. Mais pour amener de l'information à un public qui ne s'informe pas nécessairement. Que ce soit parce qu'il ne s'est jamais informé, que ce soit parce que avec la rupture des habitudes de consommation d'information, il est délaissé progressivement l'information pour les réseaux sociaux. Puis sur ces réseaux sociaux, au début, il y avait peut-être des articles qui passaient, mais là, il y a de plus en plus de... Je sais pas, whatever it is. Je pense que ce qu'on essaie de... Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais moi, égoïstement, je dirais que c'est un beau terrain de jeu. On peut essayer des affaires, on peut se permettre d'essayer différents tons, différentes approches, différents angles, différents sujets, différents formats. Puis ça... le journalisme n'est pas toujours le métier le plus créatif. Ouais. Il y a moyen d'avoir de la création dans le carré de sable qui est un article ou qui est un reportage radio ou un reportage télé. Mais à Rad, on a une liberté pour exprimer notre créativité qui est un petit peu plus grande. Pas mal plus grande. Puis ça, tu parlais tantôt, le spectre artiste-journaliste. Moi, je suis pas un artiste, mais j'ai une sensibilité plus grande peut-être de ce côté-là. J'ai une créativité que j'ai envie d'exprimer, puis ça me permet c'est une plateforme qui me permet de le faire. Puis mettons, évidemment, comme tu travailles plusieurs jours sur un même sujet, mais quand tu rentres à la job, qu'est-ce que tu dis? Comme, est-ce que tu dis encore, comme dans la salle nouvelle, comme c'est quoi le sujet, ou tu te concentres plutôt à te demander comment je peux faire ça de manière fun, ou comme c'est quoi ton mindset quand tu rentres le matin à la job, si mettons tu commences, mettons la veille t'as soumis ton dernier reportage, puis là tu commences quelque chose de nouveau, c'est quoi ta prémisse mentale? Mais c'est toujours l'histoire. C'est quoi la prochaine histoire? C'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Au final, ça part de là. T'as beau... t'as beau l'enrober dans n'importe quoi, puis de faire le montage le plus dynamique, puis de mettre les plus belles couleurs. Ça aide, là. Mais si t'as pas d'histoire en arrière, ça va être plus difficile d'intéresser les gens. Fait que c'est quoi? C'est quoi la prochaine histoire? Qu'est-ce que ça me tente de raconter? Tu te tiens un peu à l'affût de tout, puis tu fais comme, OK, mais dans tout ça, quelle est l'histoire que moi j'ai envie de raconter? C'est ça. C'est un peu ça, mais sinon, man, on travaille tellement longtemps sur des sujets que quand je rentre le matin, la plupart du temps, c'est comme, c'est quoi la prochaine tâche? Ouais. C'est quoi les tâches aujourd'hui? Tu sais, là, on vient de finir les élections. En fait, les élections, là, on est quelle date? 26. 26 septembre, les élections sont dans une semaine, précisément.
nous, on a fini notre dernière émission là, de la programmation vendredi dernier. Elle va être diffusée jeudi. Mais depuis 2 mois, je rentre le matin, je sais déjà ce que je fais parce que j'ai déjà ma to-do que j'ai faite la veille le soir, puis je pars. Ouais. C'est des épisodes de 25 minutes, c'est l'équivalent de 4, 5 ou 6 reportages à l'intérieur C'est fou, ça. même d'une émission. Pour chaque reportage, il y a tellement d'étapes, Intervenant. d'intervenants. Bon, c'était souvent des entrevues, mais quand même, il faut... c'était des entrevues, pas de narration, fait qu'il faut que tu travailles les plans de montage, faut que tu travailles les plans de montage à l'écrit, que tu revises des montages, il y a beaucoup de travail à faire, fait que... Là, pour l'instant, ça fait un petit bout que je me suis pas demandé c'est quoi la prochaine histoire que je vais raconter. Même si ça roule tout le temps dans le back burner. Est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que tu vas faire, mettons, post-élection? Oui, là, je prends le mois de vacances. Nice, bravo, c'est important. Ouais, ça, c'est super important. Ça, c'est comme un des plus gros apprentissages que je suis en train de faire. Là, elle est où la limite? Puis comment pas se brûler. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre affaire. Je peux tellement relate de trouver la balance. Puis on dirait qu'on la frappe toute comme, tu sais, trentaine ou un peu dépassé la trentaine. Tu sais, on arrive tout à un point de comme, oh shit, OK, et où... Comment qu'on fait qu'on peut se limiter pour pouvoir continuer plus longtemps? Oui, il faut. Parce que sinon, comment tu t'es brûlé dans le passé? Comme physiquement ou psychologiquement? Les deux, c'est le travail, man. On est, après, on est dans une société d'hyper-performance. Mm-hmm. On est dans une... de compétition, beaucoup. On est dans un système qui met, à un certain égard, tout le monde en compétition avec tout le monde. Ouais. Sur des plateformes qui permettent de se comparer aux autres. C'est insidieux, d'une certaine façon. Puis... moindrement que tu es passionné, mais que tu as un petit côté perfectionniste, que tu veux te dépasser à chaque fois, mais ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de jus, beaucoup de... Puis physiquement, ça brûle, mais mentalement aussi. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Fait que là, je prends des vacances. Pour répondre à ta question, pour revenir à ça, je prends des vacances, puis après, je vais être 2 mois sur podcast, en fait. Ah ouais? Ouais. OK, parce que... est-ce que je vais aborder ça tout de suite? Oh. Réfléchis à ton plan d'entrevue, man. Okay. C'est entre tes mains. OK. Hier, j'ai écouté D'où je viens, le rap d'ici, épisode 1. Cool. Alors, c'est un podcast sur le hip-hop que tu as fait, sur les débuts du hip-hop à Montréal. Ouais, ouais, exactement. Un podcast sur les histoires du rap québécois par quartier que j'ai fait avec Cédric Chabuel à la réalisation, Olivier Boisvert-Magnan comme journaliste avec moi aussi. Puis j'imagine que tu as trippé à faire ça? Ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. C'était fun de le faire par quartier aussi, tu sais, en termes d'angle. Ouais, c'est comme une autre façon de raconter l'histoire. Puis il y a quand... Tu sais, le rap, c'est une musique qui est profondément liée au territoire. Ouais. Puis le territoire, c'est les conditions socio-économiques. Le territoire, c'est les lieux physiques dans lesquels les gens se rencontraient. Puis ça détermine beaucoup le résultat du rap, son propos, sa teneur et tout ça. Fait qu'on voulait l'étudier de ce côté, de cette façon-là. Et vous avez... Vas-y. Ben, c'est ça. C'était une autre façon que de juste faire la chronologie, mettons, du rap. Et vous avez vraiment été en profondeur. Tu sais, dans le sens où, comme... OK, dans tel sous-sol de telle personne, il y a eu telle party qui a mené à telle chose, puis ça, c'était le premier de tel ça, puis ça. Puis juste Saint-Michel, quoi, ces 2 épisodes. Ouais, mais Saint-Michel, c'est... Clairement. Puis, terre sacrée. On a un peu l'illusion que le rap au Québec a commencé... Tu sais, quand le rap keb a eu la vitrine médiatique populaire, tu sais, très, très récemment avec, tu sais, Corias, Fouki, etc. Ouais. Mais en même temps, non. Tu sais, on dirait que c'est une illusion de... C'est pas par le fait qu'on le voit dans les vitrines médiatiques que ça a commencé à ce moment-là, tu sais, c'était... Non, c'est ça. Ça va loin. Mais en fait, c'était ça l'idée, tu sais, c'était de faire comme... Maintenant que le rap est... sur tous les festivals, sur les plus grosses scènes, dans tous les galas, joue à la radio, est utilisé dans des publicités pour vendre des... Bon, maintenant que le rap québécois a atteint cette espèce de notoriété-là, et qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse,
great, parfait, mais ça part d'où, cette histoire-là? Tu sais, parce que ça a pris un bout de temps, là, un sacré bout de temps avant d'en arriver là. Fait que l'idée, c'était juste d'expliquer, de retourner aux différentes racines, mais de le faire d'une façon un petit peu différente, de l'étudier par secteur. C'est ça. Puis la première saison, c'est ça. C'est Saint-Michel, 2 épisodes, à Montréal. À Québec, Rive-Sud de Québec, puis Limoilou, parce que c'est 2 secteurs qui sont interreliés, parce qu'il y a eu une grosse rivalité entre les deux. Ça, c'est la première saison. Puis là, on va travailler sur la 2e saison. En fait, on a fait 95% des entrevues déjà cet été. Wow. Puis là, on va travailler comme montage, scénarisation, rédaction des narrations, peaufiner tous les épisodes et tout, en novembre puis en décembre. Puis là, on s'attaque à Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, la Rive-Sud de Montréal, puis la Abitibi. Wow! C'est fou, ça! Genre, c'est fou que tu peux tellement pas étirer, mais c'est pas le bon mot, là, parce qu'on dirait que c'est négatif, mais comme étirer, vraiment y aller par quartier, tu sais, qu'après une saison, tu n'as même pas touché la pointe de l'iceberg, tu sais. Ouais, c'est ça, il y a moyen de... Tu sais, après, je veux dire, c'est pas tous les coins et tous les hoods du Québec qui ont des histoires extrêmement riches en rap, là, tu sais. Mais clairement, ces quartiers-là du nord-est de Montréal, oui. Puis tu sais, on focus aussi sur le rap francophone. Ouais. Fait que, tu sais, on n'est pas allé raconter toutes les histoires de NDG, Petite Bourgogne et tout ça. Où le rap a commencé extrêmement tôt, là, aussi d'ailleurs, là, parce qu'en plus, il n'y avait pas la barrière de la langue. Là, fait que, donc, c'est ça. Mais oui, ça fait plein d'histoires. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, tu sais, c'est que Rouyn, tu sais, Steve. Exactement, le rap en Abitibi, c'est complètement une autre réalité, mais en même temps, c'est vraiment, à tout le moins, surprenant de se dire que le plus gros label de rap au Québec... De musique, je pense. Bon, c'est rendu de musique. Ah ouais, hein? Ouais. Bon... Je veux pas... c'est pas 100% comme sûr qu'est-ce que je dis, mais il me semble que c'est... Ben, c'est un très gros label de musique. C'est le plus gros label de rap francophone d'Amérique du Nord, comme il aime le dire. Big Steve! Mais donc, que ça soit parti de l'Abitibi. Ouais. Tu sais, c'est quand même un peu... Puis tu sais, là, ils travaillent avec des gars de Montréal, des gars de Québec, d'un peu partout, mais c'est quand même... intéressant, surprenant, puis d'aller raconter l'histoire de comment c'est parti là-bas, c'était quoi la scène de rap à Rouen, c'était où à Val-d'Or ou à... Puis il y a des histoires vraiment intéressantes. Le mois dernier, je suis allé justement chez Steve, parce que Zach il performait à Cisco, puis Fouki aussi la même journée avec Jay Scott le lendemain, puis avec Sean Paul, je pense, le jour d'après. Sean Paul! Ouais, let's go! C'est ma gosse Hélène! Puis c'était tellement comme... Tu sais, on était chez Steve sur sa terrasse. Ouais. Steve, dans sa cour, autour de sa piscine. Ouais, c'est ça. J'ai été là. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce qu'est Steve Jolin, qui est président fondateur de Disque 7e Ciel, qui est le label de Dramatique, Corias, Fouki, maintenant Soulja, Zach Zoya, À la Claire, la F, Manu, voilà. Fait que c'était tellement fou d'être de un à l'adresse que j'envoie toutes mes factures, tu sais, comme physiquement, qu'on voit comme visuellement à quoi ça ressemble, puis de voir, tu sais, tout le travail, dans le sens, les rappeurs qui ont signé autour de même table en train de chiller, à prendre une bière chez lui. Ah ouais. C'était tellement magique de comme, wow, la famille 7e ciel, tu sais, puis d'être en Abitibi, tu sais, dans le bois, tu sais, dans un rang, puis fait que c'était tellement un sentiment spécial. Je pense aussi pour Steve, tu sais, de voir, malgré la différence d'âge, tout les talents qu'il a signés, qu'il a purposefully signés, puis il aime leur musique, qui sont tous là, réunis sur son balcon en train de chill, juste avant un show. Oui, c'est sûr qu'il y a un certain sentiment de fierté aussi là-dedans, tu sais, de faire lui, il l'a fait d'abord et avant tout pour lui. Ouais. Il a créé son label pour pouvoir sortir ses disques, sa musique, parce qu'il rappait sous le nom de Anna DJ. Et donc, mais là, de faire comme aujourd'hui, OK, les pierres que j'ai posées à cette époque-là permettent à... C'est ça qui est super, là, tu sais, le fait que le rap a été boudé pendant tant d'années a mené à la naissance de maisons de disques locales, tu sais, explicites à Québec, ça arrive sud de Québec. 7e ciel
en Abitibi, Silence d'or qui est devenu Joyride. Puis aujourd'hui, ben, ils supportent pas, ils font pas juste supporter, là, mais c'est quand même c'est la structure qui permet à cette industrie-là de vivre. C'est sûr que lui, ça doit être un beau sentiment de fierté, en fait, de voir, justement, c'est ça, tous ces artistes-là qui permettent, qui sont capables de rayonner, pas grâce à lui, parce que peut-être qu'il rayonnerait autrement, mais qui leur permet de prendre ce step-là, d'aller plus loin, qui les pousse dans leur carrière. Il leur donne la chance. Ouais, clairement. Aussi, de par votre recherche journalistique, le fait que vous prenez vraiment le temps, 2 épisodes sur Saint-Michel, que c'est comme 2 saisons, on dirait que ça va être comme un pilier d'information pour l'histoire du rap dans le futur, un genre de corpus académique que les gens vont se référer de par la générosité aussi des entretiens. Alors, c'est tellement hallucinant que vous avez fait ça. Puis pourquoi podcast, mettons? C'est plus facile à... documentaire, vidéo, mettons, t'as besoin d'avoir des archives sur un moyen temps. J'avoue, il y en existe, mais pas tant que ça. C'est plus facile. Je peux parler pendant 20 minutes sans qu'il y ait d'archives. Non, après, on a des archives sonores, puis on essaie de mettre des vieilles tunes, puis on essaie de... Tout ça, mais pourquoi le podcast? Parce que c'est un projet de balado qu'on a présenté, Olivier puis moi. En fait, à la base, ça fait un bout de temps là, qu'on avait soumis des projets de balado. À la base, c'était avant les podcasts de rap. Il y en a plein, là, des podcasts dans le rap game là, maintenant. Là. Mais on avait proposé un truc qui était un peu 2 rappers qui se rencontraient, 2 rappers de styles différents, de générations différentes ou de hoods différents qui se rencontraient, puis qui jasaient, mais on avait des sujets comme imposés. Puis là... Le temps qu'on ait des nouvelles de audio, là, à l'époque, je pense que c'était même première. Ouais. Dans le temps qu'on avait déposé ces projets-là, le temps qu'on ait des nouvelles, ben, ce concept-là était un peu out of date. Mais là, il était intéressé par avoir un podcast de rap. Fait qu'on s'est rassis puis on a développé ce concept-là. Mais effectivement, il y a de quoi d'intéressant dans la documentation. Il y avait eu peu de documentation de l'histoire du rap au Québec. Je dis pas que ça existe pas, mais il y en avait peu eu, puis nous, si on peut humblement apporter notre pierre à cet édifice-là, je veux dire, Olivier puis moi, c'est la même affaire, on a grandi en écoutant du rap, on a grandi en écoutant Mosaïen, on a grandi en écoutant Sans Pression, en écoutant Dogmatic, en écoutant KCLMNOP, ça nous a ouvert les yeux. Oui, il y avait le rap américain, c'est sûr, mais c'est tellement une musique identitaire, le rap, que je tripais sur Mobb Deep, je tripais sur Eminem, je tripais sur Wu-Tang, mais quand Sans Pression me rappelle ce qui se passait à quelques coins de chez nous, dans une langue qui est la mienne, en joual, j'étais comme « Allô? » Fait que si humblement je peux redonner à la culture, ça me fait plaisir. C'est comme... Toi, tu l'as vécu aussi depuis le début. Moi, j'ai pas commencé aussitôt à suivre du rap. Moi, c'était vraiment Loco Locas, le début. Puis, je trouve ça hallucinant de voir le progrès, justement, dans la culture populaire. Le fait que, comme il y a 2 galas la disque, Soulja puis Saramé ont performé, puis que Soulja soit nominé à côté de Ginette Renault puis Éric Lapointe pour comme le plus d'écoute puis de vente. Puis le voir maintenant headline, c'est tellement beau à voir, un genre musical qui est respecté par la population en général, puis qui est pas nécessairement écouté, mais respecté. Puis quelque chose qui m'avait donné beaucoup de perspective sur le rap d'ici, c'était en fait ton reportage Street Rap. OK, yeah. Puis je me base sur ce reportage que tu avais fait pour expliquer la différence entre le street rap puis le rap keb. Ouais. Puis littéralement, j'explique comme ton reportage aux gens pour qu'ils comprennent la différence. Ouais. Avec les années, comment tu vois ce reportage? Quelle place ce reportage a occupé dans ta carrière journalistique? Tu veux plus d'eau pétillante ou Tant que la bouteille n'est pas shakée comme tantôt. Mais merci. Ouais. Le reportage sur le street rap, il y a plusieurs affaires là-dedans. Là, c'est un reportage que j'ai beaucoup aimé faire, que j'ai trouvé
très important pour ce qu'il symbolisait, pour ce qu'il était capable de... pour ce dont il témoignait à l'époque. Après, l'étiquette street rap, mettons, c'est drôle parce qu'il y a un rappeur qui n'est pas issu de la branche street rap qui récemment était comme Yo, j'ai fait mes recherches, mais ça existe nulle part, cette étiquette-là. C'est vous autres qui avez comme inventé ça, tu sais. Mais il dit pas ça de façon revancharde ou genre ça n'a pas rapport. Il était juste comme, c'est juste au Québec qu'on a ça du street rap. Puis c'est pour ça que tout rap vient de la rue, tu sais. Ben c'est ça, tu sais, il y en a beaucoup du rap qui vient de la rue, puis c'est ça aussi que les gens étaient comme, ben là, street rap, je sais pas, c'est du rap. Nous, ce qu'on essayait d'exprimer dans ce reportage-là, c'est qu'il y avait clairement, et puis elle vient peut-être pas de nous, cette labelisation-là, mais il y avait clairement une ligne dans le rap qui devenait acceptable, parce que c'était le début là, du rap qui rentrait dans les festivals, puis qui rentrait dans les... le début. Ça faisait une couple d'années que le rap était rentré dans les festivals, mais les galas, puis tout ça. Puis c'était un certain style de rap qui était là, alors que on était en train de vivre l'âge d'or ou le début d'un âge d'or d'un style de rap plus cru, plus issu de la rue. Et c'était ça, Inima, Eazy-S, tout ça. Mm-hmm. Fait que j'ai voulu exprimer ça, mais ce reportage-là, qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ma casse? Ça a été un gros morceau, hein, tu sais, à plusieurs, c'est big, on a gagné un Gémeaux. C'est fou, ça, by the way. C'était vraiment très, très nice. C'est un reportage que j'ai réalisé avec Mathieu Waddell, qui est un réalisateur qui est le réalisateur de RAD, en fait, avec qui je travaille depuis super longtemps. C'est un très, très bon ami d'université. Fait que de pouvoir faire ça avec quelqu'un que j'aime et que je respecte autant, c'est incroyable. Après, ça a été extrêmement difficile parce que c'est arrivé, pas difficile à réaliser, ou pas le contact avec les rappers qui est difficile, pas le sujet qui est difficile. Oui, il y a du monde qu'on n'a pas été capable de booker, mais c'est arrivé au bout d'une année où on en parlait tantôt d'être brûlé. J'avais la langue à terre. Ouais. Mais à terre de chez à terre, tu sais. Puis c'est ça. Puis, fait que c'est là où tu fais comme, tu sais, quand un an plus tard, j'avais ce Gémeaux-là, puis j'étais comme encore brûlé. Encore vraiment pas remis d'un an plus tôt. Tu sais, tu fais comme, mais est où la ligne, tu sais? Et ça vaut-tu la peine de se défoncer à ce point-là pour... ou, tu sais, il faut se respecter un peu plus. Fait que, bref, c'est un reportage important à plusieurs égards parce que je pense que c'est un gros piece aussi pour le rap au Québec. Ouais, vraiment. C'est un mini-film. Pour moi, dans ma carrière, c'est un gros piece aussi, mais c'est un gros piece aussi dans ma réflexion, dans mon lien par rapport au travail, dans ma relation que j'entretiens avec le travail et la performance. Ça vous a pris combien de temps à le faire? Ça s'est fait sur plusieurs mois. Entre la première entrevue avec Eazy-S et la deuxième, il y a 1 an. Mais entre ces deux entrevues-là, on n'a pas travaillé sans arrêt. Là, on a travaillé ça l'été, puis on a sorti ça en novembre. Mais entre ça, il y a eu d'autres... J'ai sorti une série sur la décroissance. On a fait la série électorale. Fait que ici et là, je sais pas, là, plusieurs semaines. J'adore le fait que maire de Laval, sur son émission de l'Assemblée, qu'il montre du cheese aux politiciens, comme je faisais tellement bon de voir la réaction. C'est très bon. C'est en simple comme idée, puis je suis comme yes, tu sais. Il est fort. C'est un gros move qu'il a fait avec d'obtenir les entrevues avec les chefs des différents partis. C'est le fait que c'est un one-man army aussi. Ben oui, j'ai beaucoup de respect pour le gars. Il est nice. Je salue son dévouement. Où est-ce que tu penses que le rap Québec va continuer à évoluer? Basé sur comme ta connaissance de l'histoire? Je sais pas, man. Je sais pas. Parce que là, c'est fou de voir Soulja, tu sais, comme vraiment rendu, tu sais, d'être respecté par ses pairs profondément, puis de le voir, tu sais, tête d'affiche des festivals.
Puis c'est en beau à voir, puis c'est fascinant de voir où est-ce que ça va continuer à aller, tu sais. Ouais, en même temps aussi, le rap, c'est tellement rendu une musique rapide. Puis je parle pas du BPM, là. C'est comme, il y a un album qui sort, puis 2 mois après, puis personne ne s'en souvient. Il y a comme... Mais je trouve ça super, là, que pour les artistes, principalement, pour la culture, que ça devienne quelque chose qui est plus ancré dans la culture populaire. Great. Si ça peut permettre à plein de monde d'en vivre, tant mieux. Si ça peut donner le goût à du monde de rapper, tant mieux. Si ça peut ouvrir les yeux et les oreilles des gens qui reçoivent cette musique-là, tant mieux. Qu'est-ce qui va devenir du rap dans... Tu sais, quand j'étais kid, le truc, c'était comme « Ah, le rap, c'est une mode. » Clairement, c'est pas le cas. Mais le rap, aussi populaire qu'il l'est ou qu'il va le devenir là, dans les prochaines années, je sais pas, là, tu sais... Ça fait une couple d'années aux États-Unis, ça fait une couple d'années sur Spotify que le rap a déclassé, mettons, le rock comme le genre le plus populaire. Combien de temps ça va durer? Il n'y a rien qui est au sommet, qui reste au sommet pour l'éternité. Fait que je trouve ça great que ça monte. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un retour de balancier? Je sais pas. As-tu déjà vu les vidéos sur YouTube? J'aimerais ça avoir le nom. C'est Dada... J'ai oublié c'est quoi. Mais c'est un dude qui prend des données. Puis dans des vidéos YouTube, c'est juste un graphique XY animé. Dans le sens où il fait juste comptabiliser, mettons, dans l'exemple que je vais donner, par quarter, les meilleures ventes d'albums de musique depuis les années 70. Fait que là, tu vois vraiment comme le graphique être animé, puis tu vois l'évolution, puis tu vois le time frame, que ça évolue d'année en année, puis Q1, Q2, Q3, Q4, etc. Puis là, tu vois vraiment, c'est tellement fascinant parce que tu vois l'évolution des artistes, comment ils sont devenus gros, à quel point ils sont devenus gros, comment ils sont devenus gros vite. T'sais, les Michael Jackson, Madonna, Céline Dion. C'est là que j'ai réalisé pour la première fois à quel point Céline était huge mondialement, de l'avoir comme quasiment number one. C'est notre queen. C'est notre queen. Puis là, de voir là, le rap prendre sa place avec Drake, puis que juste Drake, la ligne de Drake, il crée comme un nouveau précédent en allant tellement plus loin. Oui, c'est nébuleux parce que les streams versus les ventes, mais je sais que l'industrie a un standard par rapport à ça. Dis-moi si tu es d'accord avec l'affirmation suivante. Pour moi, du bon journalisme, c'est du journalisme qui crée de l'empathie parce qu'il te fait vraiment comprendre le point de vue d'une autre personne que tu comprenais pas son point de vue. Fait que, mettons, je me sens interpellé par du journalisme qui, justement, me montre la réalité de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es d'accord que le journalisme devrait créer de l'empathie? C'est une forme de bon journalisme. Ça, c'est certain. Effectivement, je pense que ça en fait partie. Il y en a qui pourraient dire aussi que le bon journalisme, c'est du journalisme qui dérange, qui pas choque, mais qui indispose des gens. Je pense qu'il y a plusieurs formes de bon journalisme. Je pense que bien expliquer le monde complexe dans lequel on est une forme de bon journalisme. Créer de l'empathie, donc justement expliquer la réalité ou faire comprendre la réalité de quelqu'un d'autre dans le monde diversifié et complexe dans lequel on est, c'est un bon journalisme. Rendre des politiciens, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise indisposés parce qu'on révèle des choses qu'ils ne veulent pas voir être révélées au grand jour, c'est du très bon journalisme. Il faut tenir les élus et les élites responsables et s'assurer, dans le fond, c'est ça, qu'ils nous en passent pas des petites vites, qu'ils soient imputables, voilà le mot que je cherchais. Fait que tout ça, c'est des formes de bon journalisme. Je suis content d'avoir un peu raison dans mon affirmation. Oui, mais c'en est. Parce que pour moi, c'était vraiment un feeling. Tu sais, j'ai pas vu ça en école de journalisme, mais c'est comme, je trouve, tu sais, justement de comprendre le point de vue du street rap, tu sais, ou n'importe quel, en fait, autre enjeu ou reportage de comme, OK, là, je comprends pourquoi ils pensent comme ça.
Je suis pas d'accord, mais tu sais, au moins je peux comprendre d'émerveiller je veux dire, d'ouvrir les yeux. Ouais, les yeux. Puis, tu sais, pour moi, c'est important de parler aux rappers, sure, mais de pas juste parler aux street rappers puis de dire que ça, c'est pour ça qu'on en a fait un docu, entre autres, tu sais. Et non un reportage de 5 minutes, parce que je voulais amener l'aspect social. Parce que je voulais qu'on comprenne dans quelle réalité ces gens-là grandissent. Puis qu'on fasse pas juste, ben voyons, ils parlent de guns, de violence, de drogue, ben, oui, peut-être. Peut-être qu'ils en font un peu la promotion. Mais on peut-tu regarder dans quel contexte ils ont grandi? Dans un quartier, par exemple, là, tu sais. Là, j'arrive avec des chiffres ou avec des témoignages issus de ces quartiers-là, tu sais, comment ça se passe dans ces quartiers-là. C'est bon, les parents qui ont 2-3 jobs pour faire boucler les fins de mois, donc qui sont jamais à la maison, les jeunes qui traînent dehors, qui n'ont pas nécessairement d'argent pour s'acheter des beaux souliers puis ces affaires-là, puis boum, la rue vient cogner à leur porte, elle vient recogner à leur porte, puis là, à un moment donné, ben, ils tombent là-dedans, tu sais. Bon, c'est un choix qu'ils font, mais il y a quand même un contexte. Puis c'était ça l'objectif. C'était de raconter le contexte derrière cette musique-là pour que ce soit pas juste qu'on ne s'arrête pas à mais voyons, que c'est ça cette affaire-là, il me parle de gun, de violence, puis ça sort d'où? C'est n'importe quoi. Non, ça sort d'une place, t'sais. Ça sort d'un contexte, puis c'était ça l'objectif. C'est comment de gagner des Gémeaux pour du journalisme? Si ça peut donner de l'exposure au travail qu'on fait, tant mieux. Sont-ils chez vous? Ils sont chez nous. Nice. Ils ont été longtemps pas chez nous. Ils sont chez nous depuis quelques semaines. Nice. Oui, ils sont chez nous. C'est le fun, tu sais. Il y en a un qu'on a gagné aussi le dimanche soir là, dans le gros gala, parce qu'il faut comprendre, les Gémeaux, il y a 3 galas. Ouais, c'est ça. Il y a des Gémeaux pour tout le monde au Québec. Si vous n'avez pas votre Gémeaux à la maison, il faut que vous appeliez un viseur Gémeaux, il va vous être livré. Là. On dirait la disque, tout le monde était nominé à la disque. C'est ça, mais tu sais, c'est comme, il y a des... Fait que tu sais, mais là, il y a une catégorie numérique par année, je pense, qui se ramasse dans le gros gala des Gémeaux. Puis cette année-là, c'était le documentaire. C'est lequel? Street Rap, Décroissance? Ouais, c'était Street Rap. OK. Qui était dans le gros gala du dimanche soir. Fait que là, tu montes à la scène, tu sais, il y avait comme Véro, c'est Christine Beaulieu puis Raed qui présente ton prix, t'as comme... Tu montes, c'est pas moi, mais avec ma collègue, elle s'enfarge des trophées que Fabienne Larouche, elle laisse traîner dans l'allée. Tu sais, il y a comme une affaire de... Il y a comme un peu d'absurdité, tu sais, comme on arrive au micro puis on se présente, tu sais, parce qu'on le sait que personne nous connaît, tu sais, on est comme hey, salut la télé, nous autres, c'est le web, moi je m'appelle un tel, tu sais, fait que c'est le fun, c'est drôle, c'est le fun, c'est le fun d'avoir une reconnaissance, en fait. Je vais pas te mentir, c'est ça. Après, en journalisme, les prix que tu cherches, c'est comme le Judith Jasmin. Puis nous autres, on n'est pas nominés à ça parce que c'est plus des histoires, genre des enquêtes, des histoires groundbreaking. Puis on n'est pas tout à fait là-dedans. Vraiment rare, là, en fait. Puis là, ça fait une couple d'années que tu couvres, mettons, des sujets sur l'environnement, la décroissance. Ouais. Puis là, vous venez de faire justement votre deuxième ou troisième sur l'environnement aux élections présentement. Exact. Comment vois-tu la couverture, du moins de ton point de vue ou dans ton environnement, la couverture journalistique évoluer au fil des années? Parce qu'on s'entend que ça bouge quand même, tu sais, Guardian ou d'autres médias qui sont comme Le Devoir se sont donnés comme mission, comme il faut qu'on en parle plus. Comment toi tu vois ça? Radio-Canada aussi. Ouais. Mais je trouve ça extraordinaire. Faut effectivement... C'est un sujet qui mérite plus d'attention, qui mérite qu'on s'y attarde, mais de plein de façons. Tu sais, les changements climatiques, c'est, oui, des cibles puis des objectifs, puis, mais c'est des réalités terrain, c'est comment il va falloir s'adapter. Je pense que c'est un sujet très, très complexe qui va avoir énormément d'impacts, qui sont tous recensés dans les rapports du GIEC, mais que monsieur, madame, tout le monde, je m'inclus là-dedans,
on le voit pas encore. On s'en rend pas compte. Surtout en Amérique du Nord, surtout au Québec. Encore c'est pas juste les inondations, c'est pas juste des ouragans, même si c'est terrible, ça va être des sécheresses à des endroits où les chaînes d'approvisionnement étant tellement délocalisées, des endroits qui nous fournissent notre bouffe. Ça va être des déplacés climatiques qui ont rien demandé, qui ont pas... c'est pas de leur faute. Qui polluent le moins, surtout sur les petites îles. Le Pakistan, qui est comme... Ils sont fait submerger. La moisson. Cette année, ça a été les moussons, pardon. Ça a été le bord... Comment on dit ça? Voyons, les moussons, je pense. Okay, pas la première moisson. Non, les premières moissons au Pakistan là, sont... mais ça a été épouvantable, les inondations là-bas. C'est les gens qui ne... C'est ça, par capita, par personne, les émissions de gaz à effet de serre sont bien en deçà des limites là, qui devraient être imposées à tout le monde. Puis ces gens-là, ben, il va falloir qu'ils se trouvent une place pour vivre. Là. Fait que là, ils vont venir cogner à nos portes ou aux portes. Puis là, ben, il va y avoir tellement d'impact. C'est un effet boule de neige aussi. Ben oui. À tellement de niveaux qu'on ne saisit pas encore que il y a de la job. Ouais. Il y a de la job à faire là-dessus. Est-ce que ça se concrétise dans des sujets plus pointus? Est-ce que ça se concrétise dans un plus grand pourcentage des articles qui portent là-dessus? Ouais. Tout ça, je pense. Ben, à partir du moment où t'en écris plus, ben nécessairement, il faut que tu reviens un peu. Il faut toujours réexpliquer les choses en journalisme. Il y a des sujets récurrents, mais si t'en fais plus sur cette question-là, ben nécessairement, les journalistes, le public va devenir plus informé, donc va avoir besoin d'informations plus nichées, par exemple, plus pointues. Mais les journalistes aussi, à force de développer leur beat, de développer leur... Parce que je trouve que comme, tu sais, c'est souvent, justement, plus d'articles, c'est mieux, tu sais, pour conscientiser la population, mais je trouve que c'est vraiment des formulations ou des explications très précises dans la manière de le faire qui peuvent... Du moins, je parle pour mon expérience. Mettons, j'ai vu un extrait de Nos années 20 par Patrick Lagacé, qui l'interview, un professeur académique qui dit « Nous, les Nord-Américains, on n'est pas prêts à descendre notre train de vie. Puis juste l'avoir dit de cette manière, je suis comme « Wow! OK, c'est vrai. Comment moi, je peux descendre mon train de vie? » Ou mettons, David Attenborough, dans son documentaire Netflix, qui est comme son Farewell, il explique la définition de... C'est quoi en français, sustainable? Durable, ouais. La définition de durable. Puis j'avais jamais pris le temps de penser à... C'est quoi c'est que durable, c'est que tu peux répéter l'action tellement de fois que tu peux toujours la répéter. Mais que quand c'est pas durable, justement, tu peux pas... Exact. Tu sais, fait on peut pas tous manger de la viande comme qu'on fait live parce qu'on a littéralement pas l'espace sur la planète pour manger de la viande comme qu'on mange présentement. Alors, juste tout le temps, malgré certains peuvent être tannés déjà, j'espère pas de voir autant d'articles sur l'environnement, je trouve que c'est juste des petites différences, connotations dans l'explication qui peuvent trigger des changements de comportement puis de conscientisation. Ouais, puis oui, il y en a qui sont tannés, oui. Parce qu'il y en a qui n'y croient pas ou qui ont l'impression que c'est des bien-pensants qui parlent de ces questions-là. Il y en a qui sont tannés parce qu'ils sont extrêmement anxieux sur cette question-là. Fait que je pense qu'à travers la réflexion de quoi parle-t-on, il doit aussi y avoir la réflexion de comment on en parle. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. Puis comment on en parle pour toucher le plus de monde, comment on en parle pour conscientiser sans trop faire peur, mais en même temps en disant c'est quoi la réalité, pour inciter à l'action, pour tout ça. Il y a une belle réflexion assurément autour de cette question-là. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse, mais j'écris pas au quotidien sur ce sujet-là. On a une cellule à Radio-Canada qui s'appelle Carbone, qui fait des reportages plus autour de ces questions-là, un peu dans le même vibe que RAD d'ailleurs.
qui font un super bon travail. J'ai des collègues, Étienne Leblanc, qui fait du reportage spécialisé en environnement, Alexandre Shields au Devoir. C'est être là-dedans tous les jours. Là, je sais pas, man, comment. C'est parce que c'est vrai, là, les rapports par-dessus rapports, c'est extrêmement inquiétant. Là. Nous autres, on lit l'article, puis après, on s'en retourne, puis on va continuer notre vie, puis on fait. Mais eux autres sont comme là-dedans tous les jours. Puis en plus, il faut qu'ils se demandent sur comment écrire pour avoir à la fois le plus d'impact, mais que ça passe bien. Comment vois-tu, pas nécessairement juste du point de vue environnement, mais comment vois-tu le futur du journalisme? Parce qu'on dirait que RAD, vous êtes vraiment à l'avant-garde, à la fine pointe de comme, OK, on explore des nouveaux médiums. Comment vois-tu le journalisme? Évidemment, les podcasts ont pris énormément de place dans les dernières années. Comment vois-tu comme la vidéo ou le podcast ou l'audio ou l'écrit ou la photo? Je sais pas, j'ai l'impression que le monde lit de moins en moins en général. Et pourtant, c'est là et c'est la forme de journalisme, une des formes de journalisme les plus simples, les plus rapides, dans lesquelles il est possible de passer le plus d'informations. Le futur du journalisme, je sais pas. C'est tellement tu sais, la dématérialisation, le fait que tu n'aies plus le journal à ta porte le matin, le fait que tu la consommes où, ton info? Tu vas sur le site directement ou t'es-tu sur le réseau social? Puis là, tu sais, je ne sais pas encore exactement précisément comment l'information va rejoindre son public aujourd'hui. Avant, c'était pas compliqué. Là. C'était dans le journal le matin. C'était au radiojournal à toutes les heures. Puis c'est encore le cas, là, par ailleurs. Là. Ça existe encore, ces plateformes-là. Puis on a beau dire que le futur... Moi, je lis le journal le matin. Pas en papier, mais je le lis le matin. J'écoute les radiojournaux. Des fois, je pogne un téléjournal à la télé. Puis l'information qui est là, elle est extrêmement pertinente. Puis c'est la base. C'est plus que la base, tu sais, c'est comme... Mais il faut, je sais pas, là, rejoindre les gens où ils sont, mais il y en a plein de YouTubers québécois sur YouTube, puis c'est pas nécessairement ça que les jeunes écoutent. Il y en a plein d'informations québécoises sur YouTube, puis c'est pas nécessairement ça que les jeunes québécois et québécoises écoutent. Fait qu'il y a aussi une responsabilité qui est de l'ordre des plateformes, qui revient aux plateformes, mais ce sont des plateformes sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, aucune juridiction. Puis ça, d'une certaine façon, je trouve ça à tout le moins challengeant, peut-être un peu inquiétant aussi. Parce que on peut pas les obliger à pousser du contenu, puis un certain type de contenu, ou un contenu québécois, ou un contenu d'information. On n'a pas ce pouvoir-là. Fait que bref, il faut continuer à investir les plateformes sur lesquelles les gens sont, mais ça bouge tellement vite. Les formats bougent tellement rapidement. Ça demande une certaine flexibilité dans tout ça. Mais je n'ai pas ma boule de cristal. Je sais pas c'est quoi le journalisme de demain. Je sais juste qu'il faut continuer à être où les gens sont, parce qu'à un moment donné, l'information va rejoindre les gens. Puis je crois que c'est fondamentalement... Puis la raison pour laquelle je pose toutes ces questions-là, puis je m'inquiète que l'information rejoigne les gens, c'est que, à mes yeux, c'est fondamental que les gens qui partagent un même territoire partagent une certaine dose d'informations communes. Parce que sinon, comment faire société? Le filet. Comment est-ce qu'on vote sur la même affaire si on n'a aucun référent commun? Comment est-ce qu'on partage les mêmes rues? Comment est-ce qu'on... Si on n'a aucun référent commun, puis là, présentement, il est en train de
de se passer un petit peu cet effritement-là de l'espèce d'agora publique. Puis, il faut trouver une façon de reconstruire ça. Est-ce que pour l'instant, le mandat de RAD, c'est uniquement d'explorer des nouveaux territoires journalistiques ou c'est aussi comme d'explorer, mais aussi de faire beaucoup d'introspection par rapport à qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas? Mais est-ce que vous analysez vous-même statistiquement? Ah, constamment. Ouais? Constamment. Puis est-ce que vous orientez? Trop. Non, mais est-ce qu'on oriente en fonction de ça? Ouais. Ben, nécessairement, mais là, après... On dirait que vous essayez constamment de nouvelles choses, tu sais. Ouais, on essaie constamment des nouvelles choses, puis on a des rapports de performance, puis des rapports de statistiques, puis des... Qu'est-ce qui fonctionne en chiffres, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais tu sais, des fois, c'est comme... On peut pas dire que, tu sais, toutes les, je sais pas, témoignages fonctionnent parce qu'il y en a un qui a fonctionné sur les 3 qu'on a fait. Tu sais, puis il y a aussi, en journalisme, au-delà de la quantité de clics sur un article ou la quantité de vues sur une vidéo, il y a la notion d'intérêt public. Ouais. Puis l'intérêt public, c'est pas juste l'intérêt du public sur est-ce qu'il le regarde ou pas, tu sais. Il y a des affaires qui intéressent énormément le public. Le potin de telle star, telle comédienne vient de se séparer avec tel autre humoriste. Là. Ça devient un article dans un journal. Puis on se demande, il est où l'intérêt public là-dedans? Ouais. Parce que ça a beau intéresser le monde. L'intérêt public, c'est plus comme, justement, là, des questions qui ont attrait à des valeurs démocratiques, des questions sociales, des questions politiques, qui ne sont pas nécessairement les sujets les plus catchy, mais qu'il faut faire pareil. Qu'il faut expliquer pareil. Puis peut-être que il y en a 20 personnes au lieu de 150 qui vont lire ton article. C'est des chiffres complètement fictifs, le plus. 20 000 personnes au lieu de 150 000 qui vont l'écouter ta vidéo. Mais ça va être vraiment intéressant puis vraiment pertinent pour ces 20 000 personnes-là. Puis tu vas déclencher une réflexion chez eux puis tu vas susciter, je sais pas moi, un engagement ou... Fait que c'est ça. Fait que oui, on check nos stats, mais il faut pas juste faire ça. Ouais. T'as des données quantitatives et qualitatives. T'sais, moi, je représente une vue sur le street rap, le documentaire street rap, mais clairement, c'est un reportage qui m'a suivi. Juste une? Je pense que tu l'as écouté plus qu'une fois. Mais tu sais, c'est un reportage qui m'habite encore aujourd'hui puis qui contribue à ma manière de voir l'industrie dans laquelle je travaille, directement et indirectement. C'est quand le moment que tu as su que tu voulais devenir journaliste? Le déclic. Je sais pas encore si c'est ça que je veux faire. C'est bon, ça. Quand je vais être grand. Je sais pas. Mais non, mais c'est une blague, mais c'en est pas une. Je me suis inscrit en journalisme au cégep après avoir commencé à écrire dans un magazine de rap. Qui était, je sais pas si c'est un des premiers, je pense que oui, magazine de rap au Québec qui s'appelait le magazine Influence. Ma sœur était amie avec le gars qui gérait ce magazine-là, le owner. Et ma sœur étant, à ce moment-là, je sais pas si elle était à l'université ou elle avait commencé à travailler. Elle devait être encore à l'uni. Elle étudiait pour devenir prof, fait qu'elle était correctrice. Puis, moi aussi, j'étais bon en français. J'avais 17 ans, le rap, ça m'intéressait. J'ai dit, hey, je pourrais t'aider à corriger. Fait que là, je l'ai aidé à corriger. Puis, j'ai dit, hey, dis donc que ça me tente aussi d'écrire dans le magazine. Puis là, il a fait comme, OK. Prochain numéro, I Am sort un album. Revoir un printemps. Tu pourrais-tu comme interviewer Akhenaton? J'ai genre 18 ans. Puis là, genre, chez nous, là, puis genre, j'appelle en France, là. Tu sais, comme, je parle à Akhenaton qui est d'une générosité, mettons. Il me parle 45 minutes. Mes questions, là, je veux pas la réécouter, cette entrevue-là. Puis je pense qu'elle existe parce que je l'ai comme enregistré avec le répondeur de mes parents, genre, avec les petites cassettes. Bref, ça devait être de base, mais j'ai accès à une légende. Il me parle, il me raconte son processus. Après, j'interviewe sans pression.
Je t'ai dit, là, moi, j'écoutais Sans Pression là, quand j'avais comme 14 ans, là, sans arrêt, là, genre 45 fois par jour, Territoire Hostile, là, c'était comme une joke. Là. Et là, j'ai interviewé Sans Pression. Là, après, j'ai interviewé un autre. Puis là, je suis comme, hey. Puis j'écris. Puis j'ai toujours aimé ça écrire. J'ai toujours... Puis là, je suis comme, hey, c'est le fun, ça. Je pourrais, peut-être. Puis j'ai toujours aimé le sport. Puis je me voyais peut-être être descripteur sportif. Puis... Là, mais je savais pas, j'ai pas eu d'appel de quand à un moment donné, c'est comme, il fallait que tu fasses tes demandes pour l'université, il fallait que tu fasses tes... Puis là, j'ai mis journalisme, puis j'étais comme, je pense que je pourrais essayer ça. Puis je suis allé au bac, puis là, j'étais intéressé aussi par les questions politiques, j'avais un certain éveil politique assez jeune. J'ai aiguisé ça en étudiant journalisme, je me suis intéressé aux questions internationales un peu, puis j'ai élargi mon spectre, puis j'ai accentuer mon intérêt pour ça, mais tu sais, je pense c'est aussi une affaire que tu traînes là, dans mon cas, dans mes gènes ou dans ma famille. Là, tu sais, mon grand-père était journaliste, je l'ai jamais connu, mais je pense que mon père a une approche extrêmement rigoureuse. Il explique très, très bien, mon père. Ma mère aussi, qui était prof. Fait que... ce désir de bien expliquer les choses, que les choses soient claires, que ça m'a suivi. C'est tellement intéressant que c'est le thrill de rentrer en contact. Ah oui, puis que tu sais, avec tes idoles, je peux tellement imaginer, oh wow, tu sais, je peux y parler, puis là, je peux comme partager cette expérience avec d'autres. Exact. Qui eux, les inspireront ou pas à leur manière. Puis, c'est encore ça aujourd'hui, mais c'est pas nécessairement mes idoles, c'est être témoin d'une situation privilégiée. Tu sais, être témoin d'une situation dont tu n'aurais pas été témoin autrement, aller poser des questions à des gens à qui tu n'aurais jamais posé des questions autrement, en apprendre sur un sujet sur lequel tu n'en aurais pas appris autrement, en fouillant, en faisant des lectures, en parlant du monde, accéder à des mondes ou à des univers ou à des contextes où tu te serais pas retrouvé autrement. Tu sais, j'aurais jamais été en Corée, j'aurais jamais été dans une zone démilitarisée entre les deux Corées, j'aurais jamais suivi un défecteur nord-coréen devenu un genre de personnes qui luttent, qui habitent en Corée du Sud, puis qui luttent pour les droits des Nord-Coréens, puis qui essayent de leur envoyer de la nourriture par la mer, genre, qui est comme protégé par des policiers parce que c'est encore un genre de traître aux yeux de la Corée du Nord. Tu sais, t'arrives, tu deviens privilégié de moments puis de situations, c'est ça, dans lesquelles tu te mettrais jamais les pieds autrement. Puis en ce sens-là, c'est un foutu beau métier. C'est juste que... c'est juste que c'est pas tous les jours que tu fais comme... Ouais. C'est comme... Il y a des moments où c'est des gros thrills, tu sais. Mais Vas-y. Ben, c'est ça. C'est pas tous les journalistes qui, à tous les jours, sont dans des gros thrills. Mais je peux tellement comme dresser des parallèles avec la photo. Tu sais, que ton crayon, on va le symboliser comme ça, et ma caméra sont des outils pour accéder à des places dans la société qu'on n'aurait pas accès. Complètement. Toi, t'arrives avec ta caméra. Ça donne un purpose, ça donne une raison d'être. Ça donne une raison d'être là, ça donne une raison d'interagir avec quelqu'un. T'es comme, hey. D'être curieux. T'es qui? Tu viens d'où? Je peux-tu te prendre en photo? Puis là, tu viens de créer un nouveau lien que t'avais pas autrement. Ouais. Clairement. Un photographe a déjà dit, la plus belle chose qu'on peut me donner, c'est la confiance. Est-ce que toi aussi, tu te ressens un peu de cette manière-là? Est-ce que tu sens que tous tes sujets ont besoin d'avoir confiance en toi minimalement pour t'accorder leur temps? Ça dépend. Oui, il y a toujours un niveau de confiance minimal qu'il faut avoir ou mettre l'autre personne à l'aise. Il y a des sujets qui nécessitent beaucoup plus de travail de ce côté-là. Tu sais, des gens qui sont moins habitués de parler ou qui ne parlent jamais à la caméra, que tu dois convaincre. Puis ça, c'est super important. Tu sais, puis peut-être qu'on passe pas assez de temps à le faire, mettons. Parce que ça prend du temps aller rencontrer des gens pas de caméra.
établir le premier contact, jaser avec eux autres, revenir une deuxième fois, revenir une troisième fois, s'intéresser réellement à eux, gagner leur confiance pour ensuite amener la grosse caméra puis faire le truc. Ouais. Mais ça, c'est le luxe du temps. Nous, on l'a à Rad, on peut le faire une fois de temps en temps. Mais il y a d'autres mondes aussi. T'sais, l'économiste principal chez Desjardins est habitué de faire des entrevues. Ouais. Après, il faut quand même t'en mettre en confiance, que t'en mettes à l'aise, et tout ça. Mais c'est pas le même niveau d'engagement. Mais oui. Oui, faut que tu gagnes la confiance déjà. Tu as parlé de ce que tes parents t'ont inculqué. Comment, selon toi, je pense qu'on est les deux très curieux de nature, comment qu'on inculque à un jeune la curiosité? Parce que je trouve que c'est tellement une belle chose. Je sais pas si... dis-moi, moi, je sais pas comment je l'ai appris, mais je trouve que je suis tellement choyé d'avoir ça parce que c'est la raison pourquoi je fais un podcast présentement, c'est la raison pourquoi je fais de la photo, tu sais. Alors, selon toi, comment qu'on inculque la curiosité à des jeunes? Mais je pense qu'il y a des jeunes qui ont des prédispositions à être plus curieux que d'autres. Après, je pense que c'est quelque chose que tu nourris. Quand tu vois que le jeune a un certain intérêt pour un truc, il faut que tu... Tu sais, moi, ma filleule, mettons, elle aime lire. Ben, le plus souvent possible, j'y amène un livre. Un livre, une BD, si elle aime lire, tu sais, la lecture, man, un livre, t'es jamais seul quand t'as un livre. Mais c'est des habitudes qui se développent super jeunes, ça. Puis ça, c'est la curiosité, parce qu'un livre, tu plonges dans un univers différent à chaque fois. Faut que t'aies soif. Tu vois le monde par les yeux de quelqu'un d'autre. Fait que, ben, c'est de nourrir le feu. C'est de rajouter des bûches dans le feu. T'sais. Et ça, c'est de la lecture, mais ça peut être... point de vue scientifique, ça peut être si un kid qui aime ça regarder les fourmis, ben, avec la loupe du voisin, ben, tu y achètes une loupe, puis après tu y achètes je sais pas, un livre c'est fourmis, c'est d'encourage. Je pense que c'est ça, je pense que c'est en encourageant ce qui existe déjà en fait. Puis mais aussi en offrant différentes expériences. Je pense qu'il y a ça aussi, t'sais. Peut-être que la lecture, c'est pas son truc. Peut-être que les fourmis, c'est pas son truc. Mais à un moment donné, tu vas l'amener au théâtre, puis il va capoter. Ouais. Ou à un moment donné, tu vas... Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se perd en tant qu'adulte. Alors que ça devrait pas. De l'émerveillement à des nouvelles choses? Ouais, puis la découverte. Tu sais, tu deviens dans tes habitudes, puis dans tes cercles. Ah, ben moi, j'écoute de la musique, ou je vais voir des shows, ou je vais... OK, mais c'est quand la dernière fois que... Alors, moi, je dis n'importe quoi. Il y a des gens qui vont pas au musée. C'est quand la dernière fois que tu es allé au musée? C'est quand la dernière fois que tu es allé au théâtre? C'est quand la dernière fois que tu t'es exposé à quelque chose de radicalement nouveau pour toi? Que tu es allé dans un show de punk rock dans un... Tu sais, comme... Moi, ça fait longtemps, là, ça fait depuis que mes amis... Genre, avaient un groupe de punk rock en secondaire 5 puis qui jouaient à l'X, là, tu sais, bon. Fait que... mais je pense c'est ça. C'est quelque chose qui est primordial quand on est jeune, mais qu'on ne doit pas perdre quand on devient plus vieux. Puis quand tu as commencé ta carrière de journaliste, mettons 18, 19, 20 ans, y avait-tu des journalistes ou des figures que tu étais comme « Wow, cette personne m'inspire ». Tes inspirations journalistiques? Ou autres que t'amènes, que tu remixes en inspiration journalistique? Mis à part les rappeurs. Ouais. Ben, il y en a plein, tu sais. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Stéphane Bureau, pour la façon comment il mène ses entrevues. C'en est un. Céline Galipo, lectrice de nouvelles à Radio-Canada, mais une femme qui a fait des reportages dans tous les coins du monde. Marie-Ève Bédard, qui était journaliste de Radio-Canada au Moyen-Orient. Il y en a tout plein. Thomas Gerbet, qui est un collègue que j'admire énormément, qui sort de la nouvelle comme si c'était sa job. C'est sa job. Mais il sort des scoops sans arrêt. C'est moi où il y a vraiment une ascension fulgurante, Thomas, où ça fait longtemps qu'il est à Radio-Canada? Ben, ça fait plusieurs années qu'il est à Radio-Canada. Ça fait plusieurs années que de l'interne, on voit qu'il sort énormément beaucoup de stock, mais peut-être que les trucs qui sont sortis ces derniers temps ont eu plus d'impact au niveau du grand public, mais c'est sans arrêt, là, Thomas. C'est comme grosse coupe par-dessus grosse coupe.
gros dossier par-dessus gros dossier. Mais tu sais, il y a plein de monde que j'admire. Tu sais, un collègue, Simon Coutu, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, qui a un œil pour des sujets qui ne sont pas des sujets qui se ramassent dans les médias d'habitude. Ouais. Qui réussit à les avoir. Réussit à convaincre des personnes. La joke, le running gag, parce qu'il a travaillé à RAD un bout de temps, Simon, le running gag, c'était le dimanche chez Simon, il fait sécher ses cagoules sur la corde dehors parce que le 3/4 du temps, les entrevues dans les topos de Simon, c'est des gars cagoulés. Ouais. Parce que c'est du monde qui veulent pas se montrer à face à la télé, parce que c'est des gens qui font des affaires illicites ou peu importe. Beaucoup de respect pour ça. Mais tu sais, il y en a plein, là, Paul Journel en presse, qui est un brillant bonhomme. Je pourrais t'en nommer pendant je sais pas combien de temps les journalistes que j'admire au Québec comme ailleurs. Tu sais, Hugo Clément en France qui fait un travail extraordinaire avec l'environnement. Ouais. J'ai encore tout plein de modèles là, comme un jeune, mais dans ces années-là, je sais pas si j'en avais tant que ça. Je sais pas. Qu'est-ce qui oublie l'aspect burn-out? Qu'est-ce qui te carbure à continuer aujourd'hui? Tu as parlé de tes gratifications que tu avais quand tu couvrais des histoires de manière indépendante, mais aujourd'hui, quand tu te lèves, c'est quoi c'est encore les mêmes gratifications que quand tu faisais des trucs plus indépendants? Ou c'est des nouvelles motivations, comme pourquoi continues-tu? J'ai une hypothèque à payer. Non. Mais un peu. Mais parce que c'est un métier. Parce que c'est un métier le fun. Parce que on se casse la tête un peu à tous les jours sur comment on raconte telle affaire. Il y a un aspect de créativité là-dedans. Il y a un privilège immense qui est celui de parler aux gens. Et d'être écouté. D'être écouté. De raconter des histoires qu'on juge importantes. Mm-hmm. Puis de les amener aux gens. Je trouve ça important. Je pense que tu devrais prendre 2 minutes pour en apprendre plus sur ce sujet-là. Ou 25. Ou 25. Puis tu m'écoutes, puis on embarque ensemble là-dedans. Ouais. C'est un privilège extraordinaire, tu sais. Ouais, c'est pour ça. Puis parce que c'est un milieu quand même stimulant. C'est un travail le fun. L'équipe est vraiment incroyable. Je travaille avec des amis. Fait que tu t'es rendu combien à RAD? Oh, je sais pas. Ça, c'est une bonne question. C'est ça, parce que ça a grossi, là. On est rendu tout le staff, parce qu'il y a des motion, il y a des monteurs, il y a des caméramans, il y a des réalisateurs, il y a des chefs de pupitre, j'essaie de pas oublier aucune fonction. Réseaux sociaux, on est, je sais pas, 20, 25 peut-être. C'est en beau de voir que, comme, tu sais, Radio-Can croit en ça, puis que ça vale la peine à leurs yeux de continuer. Tu sais, ça veut dire que vous avez un peu réussi votre mandat, puis qu'évidemment, les objectifs changent, mais que du point de vue du consommateur, moi, tu sais, comme on apprécie tout le temps autant, puis c'est enfin c'est tout comme la journée 1, c'est toujours un vent de fraîcheur. Alors, merci de faire ça, puis merci de continuer. Ben là, ça fait plaisir. Merci à toi d'être là, d'écouter, d'apprécier, et de répandre de la bonne parole. Merci tellement d'être venu, ça fait déjà 1h30. Ah ben merci pour l'invitation, man. Merci de nous avoir ouvert ton monde, puis d'avoir parlé avec passion de tout ce que tu fais, puis j'espère que ça va pouvoir inspirer des jeunes à être curieux. Yes, il faut. Merci pour l'invitation, c'est super plaisir. Cheers. Cheers.